Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir sur une table ronde qui a été annoncée Urbi et Orbi. Il y a eu un papier dans El Watan hier. Il y a eu des annonces sur France Culture ce matin. Enfin, voilà. Algérie, nouveau départ, c'est une figure qui effectivement nous intéresse tous en ce moment. Je me permettrai de rappeler, ce que tout le monde sait ici, mais on peut le rappeler sous la forme d'un hommage, que ça va faire 52 semaines qu'on manifeste en Algérie. Et je voudrais... Et je voudrais aussi, malgré l'émotion, rendre hommage à quelqu'un que nous avons perdu la semaine dernière, dont beaucoup ici ont entendu parler, et particulièrement les gens qui sont proches de la Tunisie, et quelqu'un qui a modélisé en partie ses actions, qui était Lina Ben Meni. Et dont on commence réellement à se rendre compte de l'importance de l'action actuellement. Alors, on va tout de suite commencer et par un tour de table, mais je rappelle que chacun peut intervenir à ce moment-là. Je voudrais commencer avec votre ouvrage, Luis Martinez, L'Afrique du Nord après les révoltes arabes. Et avant de parler de l'après, il y a un tableau, et on va revenir aussi sur cet ensemble à propos de l'Algérie précisément. Je voudrais qu'on revienne sur cette situation de l'avant, pour laquelle vous faites un tableau qui est assez édifiant. Bien. Bonjour, donc, je suis ravi d'être à cette table autour d'un débat sur l'Algérie. Donc, pour répondre directement à votre question sur avant les révoltes arabes, pour être très simple, il y a trois dynamiques qui expliquent peut-être ces révoltes arabes. La première, c'est l'usure des dirigeants politiques. Très clairement, l'usure des dirigeants politiques. On a en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye, on a des chefs d'État qui sont là depuis des décennies. Deuxièmement, c'est l'échec de ces économies. On n'en parle pas beaucoup, mais ce sont des économies qui, malheureusement, ont très peu développé, très peu permis l'accroissement des richesses, les égalités. Donc on a un sentiment de frustration et d'injustice considérable dans la région. Et puis troisièmement, on a une jeunesse qui aspire, comme toutes les jeunesses du monde, finalement à plus de liberté, plus de bien-être, plus finalement de mobilité. Et c'est vrai que l'Afrique du Nord, à ce niveau-là, va offrir aucune de ces réponses-là au niveau, disons, de ces dynamiques. Je ne dis pas que le printemps arabe est le résultat de cela, c'est beaucoup plus d'explications, mais en profondeur, très clairement, on a ces trois dynamiques. Et malheureusement, on n'a pas réussi, à l'exception de la Tunisie, à avoir finalement des forces sociales et politiques capables de permettre, par des transitions différentes, un accès à ce pluralisme, à la démocratie que l'on aspire dans la région. Pour l'instant, on a un chaos en Libye, on a un système au Maroc finalement assez statu quo, paralysé, avec une monarchie et puis des forces sociales et politiques qui aspirent à mieux. Et puis on a une situation qu'on espère positive en Algérie, mais moi j'y reviendrai, du point de vue encore une fois, pas du citoyen, de ce que j'aimerais, de ce que je souhaiterais, mais de l'observation la plus distanciée. Je ne crois pas que malheureusement on puisse avoir ce type de résultat dans l'immédiat en Algérie. Merci de ce rapide tour d'horizon. Je me tourne vers vous, Akram Belkaïd. Dans l'Algérie, un pays empêché en 100 questions, vous faites un ouvrage très, très pédagogique, publié chez Taillandier. Et effectivement, vous posez beaucoup de questions et vous apportez des éléments de réponse. Et on a la liste de ces questions. C'est un ouvrage très, très agréable à consulter, même si ce qui est raconté est un peu terrifiant systématiquement. Mais par exemple, je prends presque au hasard, dans la table des matières, dans la partie consacrée à l'Algérie indépendante, que signifiait le slogan « 7 ans, ça suffit ». Et je trouve que pour le lecteur extérieur qui n'est pas au courant, on a un type de renseignements et d'évidence
qui sont tout d'un coup mises sur le devant de la scène. Alors ça, c'était une des questions possibles, mais il y a plusieurs sections. Comment est venu le projet d'écrire un tel ouvrage à vertu très pédagogique, je dirais? Merci. Pardon. Je dois dire que je suis assez impressionné. Je crois que c'est la première fois que je vois une telle affluence pour une conférence sur l'Algérie. Ce livre, il est né de toutes les questions qu'on peut se poser et du postulat, à mon avis, faux. Du postulat faux en France qui consiste souvent à penser que l'Algérie est quelque chose de connu et que, ma foi, du fait de l'histoire, il y a peu de choses à apprendre de ce pays. C'est totalement... le temps a passé, les gens ont d'autres préoccupations et on se rend compte qu'en réalité, l'Algérie n'est pas aussi connue que ça en France et que, y compris pour nombre d'Algériens, notamment les jeunes, la génération qui est née à la fin des années 90, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et vous avez cité ce slogan sur 7 ans, ça suffit, celui de la crise de l'été 62, quand la population est sortie pour dire aux différentes factions qui se disputaient le pouvoir à Alger après l'indépendance qu'il fallait arrêter de faire parler les armes. C'est l'un des exemples de l'irruption populaire dans une crise politique. Et on a eu... l'histoire algérienne se caractérise... je parle sous le contrôle de Benjamin Stora, mais l'histoire algérienne a eu maints épisodes où le peuple, à un moment, a fait irruption dans l'arène politique sans qu'on s'y attende. Ça a été le cas avec les manifestations du 11 décembre 1960. Et je dirais que d'une certaine manière, ça a été le cas aussi le 22 février 2019, avec au départ une revendication contre un 5e mandat, et qui s'est traduite ensuite par l'expression de plusieurs revendications, notamment contre l'empêchement de l'Algérie, qui est un pays, à la différence de ses deux voisins, notamment la Tunisie et le Maroc, qui est celui qui a le plus d'atouts pour avoir un développement, je dirais, dynamique. C'est un pays qui, en réalité, a tout. Il a l'énergie, il a les hommes, il a l'eau, il a l'agriculture, il a la diaspora et il a surtout l'énergie bon marché. Normalement, ça devrait constituer un cocktail éminemment positif. On voit bien que malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup de cette explication et justement de cette nécessité de mettre en place un ouvrage pédagogique ou une série d'ouvrages pédagogiques de façon à ce que l'inconnaissance précisément de ce qui est arrivé, de la manière dont c'est arrivé, y compris même un certain nombre d'anecdotes, ne soit pas simplement du ressort des seuls chercheurs. Et on est dans une diffusion de choses importantes. Mohamed Sadoun, avec l'Algérie, la nation entravée, publié chez l'Aube, vous faites un travail dans lequel vous faites remonter à la surface toute une série de mythes et de mythologies politiques en Algérie. Et c'est un ouvrage, à mon sens, assez décapant que vous proposez ici. Et vous travaillez beaucoup avec des images qui ont été saisies au vol. Par exemple, pendant les manifestations, je prends celle-ci. Une pancarte portée par une étudiante en mai 2019 résume la situation. Je cite, « Parce que vous avez tout volé, l'identité, la révolution, l'indépendance, les richesses, le passé et le présent. Nous ne vous laisserons jamais voler l'avenir. » Excusez-moi. J'y vais. Il va. Bon, pour reprendre un petit peu ce que vient de dire mon voisin, dans cet opus, il est assez petit, La nation entravée, j'ai essayé de reprendre un petit peu l'opposition entre la nation et l'État en Algérie. En France, on dit souvent que c'est l'État qui a créé la nation. Des pays comme l'Allemagne, c'est la nation qui génère un État. Et en Algérie, la nation et l'État sont deux choses complètement séparées qui ne se sont jamais retrouvées et qui continuent à ne pas se retrouver, en fait. Donc, pourquoi ? Donc, entravé par qui ? Entravé par l'État.
Et j'ai essayé un petit peu de voir un peu les permanences de ces entraves, en remontant d'abord à l'État ottoman, à l'État français, puis à l'État algérien, et de sa gestion de la société, qui m'a semblé quand même avoir des ressemblances assez frappantes. Lorsque l'Empire ottoman gouvernait l'Algérie, l'Algérie était constituée de tribus qui ne faisaient pas nation proprement dit. Donc le pouvoir pouvait les administrer par la force et retirer l'impôt. Lorsque les Français sont arrivés, ils ont trouvé ces mêmes tribus. Ils les ont administrés de la même manière que l'Empire ottoman. Puis lorsque, aux événements de 1870, il y a eu une première ébauche de nation qui se fait du coup contre l'État qui était symbolisé par la France, l'État français, sous la Troisième République, a essayé de disperser la nation, de la fragmenter en plusieurs morceaux pour l'empêcher justement de s'agréger contre lui. Il y a eu une première agrégation dans les années 20, 30, 40 qui a donné le FLN, puis à la guerre de libération, puis l'indépendance. Donc on a pensé pendant un court moment que la nation avait enfin généré son propre État, et puis l'État a recommencé à être une entité séparée de la nation et à la traiter comme ses prédécesseurs ont traité la nation. La nation se endure jusqu'au moment où elle sent que sa disparition est en jeu, et c'est à ce moment-là qu'elle intervient dans le débat public, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1960, en 88, en février 2019, mais jusqu'à aujourd'hui, une fois qu'elle est intervenue et qu'elle a renversé l'ordre politique et social, en général, elle se retire. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si la nation va se retirer, et dans ces cas-là, le jeu habituel va reprendre, ou si elle va rester un acteur. Donc juste pour conclure, on va reprendre la fameuse phrase de l'abbé Sieyès, qui est de la Révolution française. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'est-ce qu'il a été dans l'ordre politique pour l'instant? Rien. Qu'est-ce qu'il aspire à devenir? Quelque chose. Donc pour l'instant, il est quelque chose, pourvu que ça dure. Voilà. Merci. Et justement, dans votre livre, vous insistez sur le fait que les forces de résistance sont invisibles. Et puis tout d'un coup, comme vous l'avez rappelé, Akram Belkaïd, il y a un événement qui fait tout d'un coup sens pour la population. Et la question est de savoir comment est-ce que ces éléments-là sont prévisibles ou s'ils ne le sont absolument pas, et donc sont livrés à une part d'irrationalité. Je vais juste dire deux mots. Je pense que lorsque le peuple, et singulièrement le peuple algérien, ressent une humiliation, je pense que le terme de humiliation est quand même assez fort, il ne peut que renverser la table ou disparaître. Et un des symboles qui m'a paru être l'espèce d'étincelle, ce sont les cérémonies du cadre, en fait. Donc, voilà. Je pense que les cérémonies du cadre, c'était avec des scènes ubuesques de personnes qui saluaient les cadres. C'était juste humiliant pour tout le monde. Et voilà. Je pense qu'à un moment donné, il y a une étincelle qui ressemble aux cérémonies, par exemple, du centenaire de la colonisation de 1930, où il y a une espèce d'humiliation collective qui fait que soit collectivement les gens reprennent leur destin en main, soit ils disparaissent. Oui, la dévotion devient un motif de révolte, une dévotion sans limite. Jean-Pierre Filieu, justement, vous analysez dans un livre au titre assez éclairant, Algérie, la nouvelle indépendance, quand même un titre assez fort. Vous voyez un certain nombre d'éléments qui peut-être non pas donnent des explications, non pas des trames explicatives, mais permettent une sorte de compréhension peut-être a posteriori. Et je prends un chapitre qui, moi, m'a absolument passionné, c'est le chapitre 8, le football au cœur. Il se trouve que j'ai assisté il y a quelques années à une sortie des matchs le vendredi soir, et j'étais un peu effaré. Et là, tout d'un coup, je lis quelque chose dans lequel mon effarement prend sens. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
et que la parole reprenne. Imaginons-nous le 8 février 2019. Qui aurait cru, qui aurait cru? Ben, c'est quand même extraordinaire. Et je crois qu'il faut célébrer et ne jamais cesser de célébrer. Alors effectivement, on a d'abord célébré dans les stades de foot. Et alors les stades de foot, c'est pas sérieux, c'est pas politique. Hein. Les spécialistes des sciences sociales ne s'y intéressent qu'avec des pincettes, parce que tout ça est ingérable. Hein. Ça part en freestyle, comme diraient mes jeunes. Et en fait, c'était peut-être là que se faisait le plus de sens de toute l'Algérie de ces dernières années. Parce que c'est là que le défouloir que le régime avait ménagé, parce que la colère était tellement répandue dans la société que ce qu'on appelait pudiquement la culture de l'émeute ne pouvait pas suffire à justement la défouler. Et c'est là qu'on a vu ce qu'on qualifiait de tous les termes péjoratifs que vous pouvez imaginer, incarner une nouvelle conscience nationale par une forme d'orgueil collectif, de solidarité de groupe, qui faisait que quand un représentant du régime rentrait dans le stade, on lui tournait le dos et vous voyez très exactement ce que cela veut dire. Et c'était cela que cela disait. Et c'est là qu'on a inventé la Casa del Mouradia, hein, en référence à la Casa des Papels, bien avant le 22 février. Donc il y a une histoire avant le Hirak. Et cette histoire, elle est celle de tous les mouvements collectifs de la décennie 2010, du mouvement Barakat en 2014, de la mobilisation du Grand Sud, déjà contre l'exploitation du gaz de schiste, de la mobilisation des internes d'hôpitaux, de toutes ces mobilisations sectorielles. Et là, excusez-moi, mais c'est un peu le jargon des sciences sociales qui avait besoin d'une cause catalysante. Et ce régime est tellement à bout de souffle, ce régime est tellement à bout d'idées, ce régime est tellement à bout de tout qu'il a offerte cette cause au pays, avec le cadre, avec l'humiliation, avec le 5e mandat, avec cette parodie d'humiliation. Et cette fois, les Algériennes et les Algériens, ils ont dit non. Et puis rappelez-vous, le 22 février, hein, on n'y croyait pas quand on a commencé à recevoir les images, quand on a commencé à recevoir les sons. Moi, j'avais même des amis qui disaient « Mais c'est monté, c'est pas possible, ces foules, c'est pas possible. Hein » J'avais même un ami de là-bas qui disait « Je me noie ». Et moi, je ne comprenais pas. Je me noie. Parce qu'il se noyait dans la foule. Hein. Et là, effectivement, on a eu la nouvelle indépendance. Cette idée que, voilà, en 1962, 7 ans, ça suffit. Après tous ces sacrifices incroyables que le peuple algérien avait consenti pour obtenir enfin sa libération du colonialisme français, en quelques semaines, le détournement est fait, l'indépendance est confisquée, et vous parliez fort justement de l'État et de la nation. Je permettrai juste de rappeler un autre exemple de la grande sagesse algérienne. L'Algérie, c'est une armée qu'un pays. Eh bien ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Hein. Il faut que le pays ait une armée. État civil non militaire. Hein. Maintenant, on le décline même en chanson. Hein. Et les supporters de football, ils ont effectivement contribué non seulement à amener à la contestation les hymnes, hein, les cris de ralliement, mais ils ont aussi amené la non-violence. Parce que justement, eux, ils savaient ce que c'était les forces de sécurité. Eux, ils savaient ce qu'il fallait faire pour éviter les provocations. Et il y en a eu des milliers de provocations. Et 1 an après, le mouvement conserve sa non-violence. Et ça, c'est une victoire extraordinaire. Ça veut dire que par cette année de non-violence, évidemment, on ne doit pas insulter l'avenir, et les historiens sont très bons à prédire le passé, mais quand même, on a rompu avec ce cycle, on a rompu avec ces tragédies qui paraissaient marquer l'Algérie pour toujours. Et l'autre facteur, et Algérie Nouveau Départ, on est quand même 6 monsieur à la tribune, et heureusement, le public est un peu plus divers que nous, mais cette contribution
cette contribution à la non-violence, eh ben, c'est les femmes dans les rues d'Algérie. C'est le 8 mars, c'est le 3e vendredi. C'est quand les grands-mères, les mères, les filles, les petites filles sont descendues. Et à partir de ce moment-là, effectivement, et avec les moudjahidat qui tendent la main aux rappeuses, qui tendent la main aux jeunes filles les plus vraiment provocantes ou les plus respectueuses. C'est ça, la jeunesse algérienne. Et effectivement, cette non-violence, aujourd'hui, c'est la première et grande victoire du peuple algérien sur laquelle je suis convaincu que l'avenir va se construire vers justement cette nouvelle indépendance que ces femmes et ces hommes attendent depuis trop longtemps. Merci Jean-Pierre. Mais quand même, allô, le système ne répond pas. Là. Oui, bien sûr. Alors, allô, le système, c'est Raja Méziane, que vous pourrez voir le 8 mars à l'Institut du monde arabe, 8 mars, journée de la femme. Donc, allô, le système ne répond pas. Mais le système, il répond. Et il répond toujours la même chose. Toujours la même chose. Il répond la France. Ah, la France. Le complot. La main de l'étranger, la déstabilisation, les fils de France, les 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Vous pouvez remplir tous les blancs. De toute façon, c'est toujours la même chose. Rien ne change. Et le système, qu'est-ce qu'il fait ? Le système, évidemment, quand il a à gérer quelque chose d'aussi extraordinaire que ce Hirak, eh bien, il panique. Et donc, il met en place des réponses qui sont des réponses absolument peu maîtrisées. Donc d'abord, on prolonge Bouteflika, puis après, on le fait démissionner, puis après, on a l'intérim. Et puis quand même, il ne faudrait pas que ce soit un intérim sérieux. Donc on a le vide constitutionnel. Et puis Gaïd Salah qui a occupé le terrain depuis les enceintes militaires en martelant toujours le même discours derrière sa tribune. Eh bien, il dit, bon, allez, ça finit. Maintenant, on va faire une élection. Et puis, il y a une élection. Et puis le président, il est nommé par le chef d'état-major, comme d'hab. Et puis, il se trouve que le chef d'état-major s'en va. Donc, le président, eh bien, il retrouve une certaine autonomie. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui était totalement imprévue par ce qu'on appelait les décideurs. Mais ces décideurs, aujourd'hui, l'alternative est simple. Ils dialoguent ou pas. Et dialoguer, ça veut dire dialoguer. Ça ne veut pas dire aller rencontrer 3-4 personnes qu'on a choisies. Ça veut dire qu'on ouvre enfin le dialogue avec le Hirak, qui à ce moment-là, c'est inévitable, se dotera des représentants pour ce dialogue. Et puis, dialoguer, ça veut dire des conditions minimales pour le dialogue, des mesures préalables, un environnement qui permettent le dialogue. Et ça, c'est très simple. Ça veut dire que tous les détenus d'opinion doivent être libérés inconditionnellement. Il ne faut pas en libérer d'une main en emprisonnant de l'autre. Quant aux libertés publiques, elles doivent être garanties. Garanties. Aujourd'hui, les libertés publiques en Algérie sont dans un pire état qu'il y a un an. Eh bien, cela doit cesser pour que le dialogue doive enfin commencer et que le régime, allô le régime, eh bien, qu'on puisse enfin l'entendre au lieu d'entendre cet éternel disque rayé qu'on nous resserre et qui ne convainc à l'évidence plus les Algériennes et les Algériens. Je vous remercie. Je me permets de citer un paragraphe du livre de Mohamed Sadoun. Dès que le gouvernement algérien est en difficulté, il agite en outre, dès qu'il est en difficulté, le spectre de la sécession encouragé par le néocolonialisme français et par ses alliés internes, les Kabyles, et externes, le palais marocain. Son credo est posé depuis 1963. Il ne déviera plus. Je me tourne vers vous, Benjamin Stora, parce que vous vous livrez un exercice périlleux pour un historien qui est d'écrire l'histoire immédiate, quasiment. Et vous avez des mots, des mots très précis et très fins à ce sujet-là, et des risques que l'historien prend en racontant cette histoire immédiate. Mais vous la précisez, cette histoire immédiate, c'est l'Algérie après Bouteflika. Donc c'est cette année, littéralement. Et vous sentez la nécessité, justement, de
d'écrire et de rapidement publier un tel livre qui n'est pas seulement un témoignage, qui est effectivement la mise en place de l'utilisation des techniques de l'historiographie. Marquez, il vaut mieux cette sonnerie de téléphone que celle des tontons flingueurs, hein, évidemment. On connaît tous. Donc, je vous remercie d'être présents, évidemment, très nombreux aujourd'hui. Oui, là, je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement, parce que là, c'est entièrement collé, là. Vous voyez, j'ai essayé de regarder mes prédécesseurs, et je me suis dit, je vais carrément le coller à la... Ben non, visiblement, ça ne marche pas. Donc, rapidement, en quelques mots, je dirais la chose suivante, c'est que avant ce qu'on appelle le Hirak, moi je ne sais pas trop, ce mot qui est sorti brusquement, je dirais qu'il y avait quand même l'étoile nord-africaine et la constituante souveraine. Avant le Hirak, il y avait le PPA-MTLD et la bataille pour le triomphe des libertés démocratiques. Avant le Hirak, il y avait le congrès de la Soumam et la séparation du politique et du militaire. Et avant le Hirak, il y avait le livre de Ferhat Abbas, L'indépendance confisquée, 1983. Indépendance confisquée, séparation du politique et du militaire, assemblée constituante, ça c'est de l'histoire. L'histoire d'une nation qui combat. Et donc d'un nationalisme politique. Parce que la nation sans le nationalisme, ça n'existe pas. Il y a des hommes et des femmes qui se battent, qui portent des idées, qui portent des programmes, qui meurent pour ça. Au fur et à mesure des années qui se sont passées avant, bien sûr, 2021, 2020, 2019, etc. Je dis ça parce que moi, ce qui m'a frappé dans ces manifestations, c'est cette volonté de réappropriation de cette histoire politique. C'est ça qui m'a frappé. C'est pour ça que je me suis dit, dans le fond, je vais écrire ça très rapidement. Parce que, comme vous le savez, ça fait très longtemps que je travaille sur l'histoire du nationalisme algérien. J'ai publié beaucoup, notamment avec Mohamed Arbi, bien sûr. Et tous ces livres, toutes ces biographies de Messali, bien sûr, de Abbas et tout ça, et qui n'étaient pas rentrés en Algérie. Et je me suis dit, mais par quel miracle, dans le fond, ces jeunes manifestants et manifestantes ont pu se réapproprier tous ces mots d'ordre, ont pu se réapproprier tous ces programmes, toutes ces batailles, toutes ces luttes. Par quelle transmission, quel mode de transmission, à la fois politique, éducatif, tout ça a pu quand même passer. Quel est le passage qui s'est effectué? C'est ça qui m'a intrigué, hein, personnellement. Ça veut dire que c'est un peuple qui n'est pas sans mémoire et qui a par conséquent une mémoire très lourde, très importante, une mémoire de combat, une mémoire politique, et que dans le fond, cette société, ce peuple, cette nation, qu'importe le terme, eh bien, n'a jamais cessé en fait de transmettre, n'a jamais cessé de combattre à travers la réappropriation de sa propre histoire, même si cette histoire a été falsifiée, reconstruite, mythologisée, etc., etc. Mais en fait, eh bien, il y a eu tout le temps cette volonté, à chaque fois que l'histoire a avancé, de l'écrire par et en se réappropriant elle-même ce mouvement. Et voilà pourquoi j'ai fait ce petit livre, parce qu'il fallait s'interroger sur une histoire en train de se faire qui se réapproprie une histoire passée. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire que l'Algérie est un pays qui a une nation, qui a une mémoire, et donc aussi qui a eu, qu'on le veuille ou non, un État, même si cet État était imparfait, État totalitaire, imparfait, tout ce que vous voudrez, mais une histoire de combat, de personnes, de programmes, de mots d'ordre et d'imaginaire. Et vous n'y pouvez rien, c'est ça l'Algérie. C'est tout ça en même temps. Et c'est ça qui fait qu'il y a ce mouvement. Sinon, on a l'impression que c'est le coup de tonnerre, c'est simplement les footballeurs, simplement je ne sais pas quoi. Non, il y a toute une antériorité très lourde et qui, à un moment donné, explose. Et là, il y a un franchissement de seuil. Et il y a eu un franchissement de seuil, effectivement, en 2019. Alors, comme on est en Algérie, il y a toujours des batailles d'interprétation sur les dates, sur les personnages, sur les situations. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Par exemple, quand j'ai fait un jour, je ne sais plus, un article, et puis j'ai dit le 22 février, et tout de suite, il y a je ne sais plus combien qui m'ont dit « Ah non, 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 c'est le 16 février, Akhrata. Attention, oh là là, je dis là, je suis vraiment en Algérie. » C'est-à-dire que les mecs, tout de suite, c'est pas le 5 juillet, c'est le 3 juillet, c'est pas le 1er novembre, c'est que c'est... Ah, j'ai dit là, on est à fond, disons, dans l'histoire en train de s'écrire, l'histoire en train d'être réappropriée, et dans le fond, c'est ce qui fait toute la vitalité de ce peuple, c'est qu'il ne veut pas perdre sa mémoire. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, ça nous oblige à nous interroger sur la façon dont les transmissions se sont opérées.
Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les récits? Est-ce que ce sont les récits? C'est ce que je tente d'expliquer dans ce petit essai. Il y a à la fois, je pense, plusieurs modes de transmission. D'abord, les transmissions familiales, privées, qui sont très très importantes en Algérie. La mémoire orale a joué un très grand rôle tout au long, disons, de ces années, depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. La succession des générations s'est effectuée sur le plan idéologique et politique par la transmission de l'oralité et aussi des élites intellectuelles algériennes qui ont combattu dès les années 50-60. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a un deuxième élément aussi qui est très important, c'est le récit proposé par l'État. Alors on peut le critiquer, le condamner, etc. Mais attention, ce récit qui était enseigné dans les écoles algériennes depuis grosso modo 60 ans, un récit qu'on peut, et je suis bien placé pour savoir à quel point j'ai procédé entre guillemets par déconstruction sur un récit officiel, mais qui a marqué les imaginaires à travers des personnages, même quand ces personnages étaient absents. Et c'est par assemblage de personnages absents-présents que la mémoire algérienne s'est construite. C'est-à-dire que vous aviez des personnages qui n'étaient pas dans ces manuels scolaires algériens et que les familles, elles, par contre, disons, enseignaient. Le cas le plus spectaculaire et emblématique, c'était celui de Mohamed Boudiaf, qui a été assassiné, comme vous le savez, et qui était absent des manuels scolaires et très présent, disons, dans les conversations, dans les transmissions familiales. Et c'est dans ce divorce, dans cet écart qui existait entre mémoire familiale et mémoire transmise par l'éducation nationale que se forge, disons, dans cet assemblage, dans cet écart, une forme de transmission particulière. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est très important. C'est l'arrivée, depuis une trentaine d'années, des chaînes de télévision paraboliques, d'Internet, qui a complètement bouleversé le paysage de la transmission mémorielle. C'est-à-dire que maintenant, les gens se réapproprient des images, des personnages, etc., via Internet. Depuis 20 ans maintenant, ça commence à compter. Et donc, il y a un investissement massif, disons, de la jeunesse algérienne en direction de ces récits historiques, alors qu'ils peuvent donner lieu aussi à des fantasmes. Ne glorifions pas à l'excès ça, mais qui témoigne d'un véritable appétit d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a la volonté non pas de rester enfermé dans la tyrannie de la mémoire, c'est-à-dire d'une mémoire falsifiée et qui sert de légitimation au pouvoir en place, bien évidemment, mais d'aller vers une véritable histoire, comme on dit, c'est-à-dire vers une autre histoire. Et c'est cet appétit d'histoire, dans le fond, via les réseaux sociaux notamment, qui aussi est un facteur d'explication. Et puis enfin, il y a la diaspora algérienne en France. Moi, mes livres, ils ont d'abord circulé dans les années 70 dans l'immigration algérienne en France. Et cette immigration algérienne en France, qui, je ne sais pas quel chiffre on peut avancer, 1 million, 2 millions, enfin qu'importe, et qui, naturellement, fait le pont, le passage d'une rive à l'autre de la Méditerranée, et qui transporte des livres qu'on achète dans les aéroports ou dans les gares ou tout ce qu'on voudra, et qui passent d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Ce qui fait que lorsque ça s'est ouvert dans les années 2000 et que les premiers livres ont commencé à circuler, eh bien beaucoup d'Algériens, par exemple, pour ce qui me concerne, connaissaient mon dictionnaire biographique des militants algériens qui avait sorti en 85. Il y avait 600 biographies que j'avais fabriquées tout seul en 85, mais les gens le connaissaient déjà, enfin une certaine catégorie. Pourquoi? Parce que c'était la circulation qui existait entre les deux rives de la Méditerranée. Et ça, on ne peut pas l'effacer. On peut avancer tous les discours qu'on veut, mais il est évident que ça, c'est pas possible. Lorsqu'on a fait le bouquin avec Akram, Les 100 portes du Maghreb, qui est un livre qu'on a sorti en 1999, si mes souvenirs sont bons. Je crois que Boutef venait juste d'être élu, d'ailleurs. J'avais fait sa biographie en 1999. Eh bien, immédiatement, j'avais été très surpris lorsque j'avais été en 2000 au colloque sur Messali à Tlemcen, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, Bouteflika, effectivement, avait ouvert, entre guillemets, politiquement, parce que moi, je dis les choses telles qu'elles se sont passées historiquement, et qu'à l'époque, effectivement, il y a eu un colloque Messali Hadj à Tlemcen en 2000, où je suis allé avec la famille de Messali et Mohamed Arbi, et j'avais été très frappé par le fait que le personnage qui avait été interdit, entre guillemets, de lecture, qui avait été interdit, entre guillemets, d'antenne, etc., eh bien, les gens connaissaient tous. Et ça m'a fait souvenir sur l'enterrement de Messali en 1974, où une foule immense à Tlemcen avait porté en terre celui qui avait été le pionnier du nationalisme. Donc pourquoi je dis tout ça? C'est que, en fait, il y a dans cet appétit d'histoire toujours les moyens de savoir, toujours les moyens de faire circuler les livres et les ouvrages, parce que c'est une société, c'est un peuple qui, contrairement à ce qu'on peut croire, a éminemment besoin de savoir et de culture, contrairement à ce qui est dit en France aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, Luis Martinez, vous vouliez réagir à un certain nombre de propos, mais moi aussi, j'ai aussi une question. Est-ce que cette figure-là, cette figure de la transmission et du souvenir d'un certain nombre de personnages fondateurs, on les retrouve dans les autres pays du Maghreb?
Alors, avant d'y répondre, moi je pense que c'est important de rappeler vraiment un acteur central qui est malheureusement trop oublié dans nos analyses, dans nos comptes rendus et qui souvent nous le fait payer très cher, c'est l'armée. Je crois que franchement, si on ne veut pas faire juste ce qu'on souhaite et faire comme s'il n'y avait pas d'armée en Algérie et imaginer que le changement viendra parce qu'on le demande, parce qu'on est dans la rue, c'est vraiment... Alors là, c'est le politiste qui parle, c'est oublier le rôle de l'État, ses ressources, sa capacité de répression et d'anticipation. On a déjà, dans la région, malheureusement, payé très cher cette sous-estimation, en Syrie, en Libye et ailleurs. L'Algérie a connu cette situation à la fin des années 90, 80, où là aussi, des centaines de milliers de gens dans les rues défilaient pour autre chose, pour un État islamique. Mais ils occupaient l'espace public et ils contrôlaient des tas d'endroits. Ça n'a pas empêché l'armée d'avoir sa stratégie et le halo-régime était très bien présent. Je crois que si on ne relève pas aussi cette expérience-là en Algérie aujourd'hui, on risque d'aller vers une désillusion, mais terrible, qui sera celle de centaines de milliers de civils qui aspirent à du changement, mais qui n'auront pas trouvé les clés pour parvenir à cette transition. En Tunisie, la transition s'est faite uniquement parce que le chef d'état-major de l'armée a décidé de ne pas soutenir le régime de Ben Ali et donc de rester neutre face aux mobilisations. Ce n'est pas le cas en Algérie. Et je pense que c'est vraiment important de le dire parce qu'on entend trop d'analyses qui ne font que, entre guillemets, porter l'espoir que la population met en avant. Mais un espoir, ça ne fait pas de la politique, ça fait de la mobilisation. La politique, c'est de la négociation, c'est du compromis, c'est du rapport de force. Et l'État algérien, il a 3 atouts que le Hirak n'a pas. Il a des forces de répression modernes, professionnalisées, expérimentées, qui ont acquis cette transmission du savoir qu'on oublie. En 2012, la police algérienne est élue la meilleure police du monde arabe. C'est un colloque des commissaires et des ministres de l'Intérieur arabes qui décerne à l'Algérie ce prix. Vous imaginez ? Non, mais c'est pas une blague. C'est vraiment... Ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a une reconnaissance, une expression. Deuxième atout que le Hirak n'a pas, et à mon avis, il s'est trompé sur toute la ligne pendant 1 an, un seul secteur en grève aurait amené l'armée à discuter. Tous les vendredis en grève dans une économie informelle et subventionnée, ça n'a aucun impact sur les autorités. Le seul secteur qui peut faire amener à discuter l'armée, c'est celui des hydrocarbures. La seule compagnie qui peut amener le régime à discuter, c'est la Sonatrach. Si on fait grève tous les vendredis dans une économie informelle qui n'est pas taxée, qui n'est pas imposée, l'armée peut tenir 10 ans comme ça. Ce n'est pas un problème. Elle est plus inquiète par le prix du baril du pétrole que par le Hirak. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Son agenda, il est clair. Elle voulait un président, elle l'a, son président. Elle veut une réforme de la Constitution, elle va l'avoir. Elle veut des élections législatives, elle va les avoir. Des municipales, elle va les avoir. Elle veut 15 000 partenaires politiques en plus. Réforme de la territoriale. On va passer de tant de wilayas à tant d'autres. De 580 à 800, on va passer de 1500 communes à 15 000. Ça veut dire qu'il y a 14 950 places qui arrivent comme ça pour les nouveaux politiques. Donc si on oublie tout cela, si on oublie que l'État, l'armée a des ressources, une stratégie et des capacités, on va avoir la même désillusion que ce qu'on a eu malheureusement dans le passé, et j'insiste là-dessus. Comment on fait les autres ? Eh bien, allez au Maroc, après le 20 février. C'est la désillusion totale. On leur a dit une réforme de la Constitution, un pluralisme parlementaire. 10 ans après, les gens vous disent, mais finalement, bon, on n'a rien eu en réalité, ou pas grand-chose. Donc de ce point de vue-là, c'est très clair. La Tunisie, c'est un exemple qui reste encore à évaluer dans la durée, mais c'est déjà très encourageant. La Libye, il est clair que l'armée et les milices se sont décomposées, ce pays a été vandalisé par des puissances étrangères. Mais si on veut rester sur l'Algérie, je pense que le Hirak a une chance historique, mais qu'il doit saisir, entre guillemets, ce que signifie une négociation et une transition. S'il reste dans l'illusion romantique de croire que parce que chaque vendredi, il met des milliers de gens dans la rue, je pense qu'il va y avoir une profonde désillusion, et chez nos collègues, et ici même, et malheureusement pour l'Algérie. Akram, je crois que vous vouliez réagir. Je pense que il faut. J'entends bien ce que dit Luis, et il a raison d'appeler au réalisme et de mettre en garde contre ce qu'on pourrait appeler le romantisme révolutionnaire. Mais néanmoins, il est évident qu'il ne faut pas être naïf. Ce qui a été entamé en février 2019 n'est pas un processus
qui va être rapide, bref, et qui va se conclure demain ou après-demain par la mise en place, je ne parle même pas de démocratie, mais tout simplement d'un état de droit, parce que c'est déjà une revendication à minima. L'armée, effectivement, détient les clés du problème, mais ce n'est pas... on disait tout à l'heure que le pays appartient à l'armée, mais l'armée n'est pas une entité isolée du reste de la société. Elle est à des niveaux supérieurs, très certainement isolée du reste de la société, puisque le commandement peut avoir sa propre vision et ses propres intérêts. Néanmoins, la pression populaire qui s'exerce de tous les vendredis et qui effectivement ne met pas en cause la machine économique a des incidences sur le fonctionnement normal du pays. Le pays ne fonctionne pas aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, il faut faire attention aux images de propagande. Les ministres ne peuvent pas sortir sur le terrain. C'est un pays qui est ingérable aujourd'hui, qui est dans une contestation permanente, larvée, qui peut prendre plusieurs formes. L'autre chose, c'est que effectivement, l'armée aurait pu réagir d'une autre manière. Le pacifisme des manifestants est en soi une donnée fondamentale, mais c'est une donnée qui ne se comprend que parce que l'armée s'est retrouvée dans la situation de ne pas pouvoir répondre par la répression contre les manifestants. L'agenda, je veux dire, ce que ce régime a infligé aux Algériens, on le sait. On sait ce qui s'est passé dans les années 90. On sait ce qui s'est passé après les émeutes de 88. Il y a une évolution. Et s'il y a une évolution, c'est à la fois la conséquence de ce qui s'est passé dans les années 90, mais c'est aussi surtout l'importance du nombre de manifestants. Le fait qu'une grande partie de la population soit investie dans le Hirak. Alors effectivement, ensuite, qu'il n'y ait pas de capacité de négociation parce que ce n'est pas la faute des gens qui manifestent le vendredi. Ce ne sont pas eux les partis politiques. C'est le vide politique qui existe aujourd'hui en Algérie et qui est la conséquence à la fois de toutes les décennies qui ont précédé l'élection de Bouteflika, mais qui sont surtout la conséquence d'une volonté délibérée de Bouteflika de priver l'Algérie d'un vrai domaine politique. Aujourd'hui, les partis d'opposition sont incapables de tirer profit du Hirak, contrairement à un pays que les Algériens regardent de loin mais qui pourrait leur apprendre beaucoup de choses, qui est le Soudan, où on voit qu'il y a suffisamment d'acteurs qui ont été capables de se réunir et de négocier avec le pouvoir militaire. Donc effectivement, soyons prudents, mais en même temps, ne diminuons pas, je dirais, l'impact de ce qui se passe tous les vendredis, parce que cela ne plaît pas au régime, cela ne plaît pas aux militaires, et ça leur pose problème. Et ça leur pose problème, la preuve, c'est que on a encore des arrestations, on a encore des mises en garde, on a encore des tentatives de division. C'est un combat. Et c'est un combat qui va, y compris, même si, comme tu le disais, on arrache des choses symboliques, mais ce sont tout de même des choses importantes. J'ai suivi de près l'élection présidentielle, comme disent les anglo-saxons, la so-called, la soi-disant élection présidentielle de décembre dernier. Eh bien, je me suis dit à un moment donné, mais tout de même, effectivement, tout ça est une espèce de comédie de 5 personnes qui appartiennent au système qu'on a mis comme ça en œuvre, mais il y a 10-15 ans, c'était quelque chose d'impossible dans l'Algérie post-indépendance. C'est-à-dire que nous avançons, y compris en se comparant par rapport à la situation qui existait dans les années 80. Tout ça pour dire, parce que nous sommes tous réunis ici et qu'il y a beaucoup d'attentes et d'espérances, mais effectivement, soyons réalistes, mais gardons-nous de trop de défaitisme à l'avance, parce que je pense que les gens qui manifestent de l'autre côté de la Méditerranée ont aussi besoin, on est là pour les aider, pas pour leur donner le moindre conseil, mais ont aussi besoin que leurs paroles et que leurs revendications soient relayées. Merci. Mohamed Saoudoun et puis ensuite Benjamin Stora.
Moi, je voulais juste rajouter dans les atouts qu'a l'armée dans sa main que vous avez énoncé tout à l'heure, juste simplement un pouvoir ne rend compte qu'à l'entité qui l'a porté au pouvoir et qui lui permet de le rester. Aujourd'hui, le pouvoir algérien n'émane pas du peuple algérien, donc il ne lui rend pas vraiment de compte, sauf à qu'il le mette en danger. Aujourd'hui, l'appui extérieur est fondamental pour ceux qui détiennent le pouvoir en Algérie, et ils ont quelque chose à vendre à l'extérieur, c'est-à-dire de la stabilité. Et faut voir comme l'Algérie, les frontières algériennes, c'est quand même le Mali, le Niger, la Libye. Et donc il y a quand même une peur, au moins sur la rive nord de la Méditerranée, à ce que l'Algérie se transforme en une espèce de Libye bis et fasse remonter des trafics, des migrants, du terrorisme, etc. Donc les militaires algériens ont quand même cette carte en main qu'ils peuvent monnayer. Et monnayer, je ne dis pas, ils ne vont pas la vendre, mais en tout cas, ils peuvent dire c'est nous ou vous voyez ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas un argument à négliger. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que dans cette discussion difficile, c'est la discussion importante, sur le problème de d'où sommes-nous, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport aux solutions politiques, la place de l'armée, le problème de ce que dit Akram sur de la faiblesse de l'alternative politique, même si elle tente de se regrouper, puisqu'il y a eu un pacte qui a été fait, un forum, etc. Enfin, je ne détaille pas. Moi, je dirais simplement et rapidement que si on part du principe que la société, la nation, le pays, l'Algérie vit une révolution aujourd'hui, alors tout est possible. C'est-à-dire que oui, quand on dit révolution, il y a des contre-révolutions. Il y a forcément des gens qui se battent, il y a forcément des reculs, il y a forcément des outrances aussi. Dans toutes les révolutions, il y a des outrances aussi. Outrances de langage, je ne vais pas détailler là-dessus, etc. Donc, mais si on part de ce postulat-là, le fait qu'on vit une révolution, alors on peut effectivement essayer de dégager des pistes. Mais si on pense que tout ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont manifesté pour rien, on en arrive forcément au fait que c'est la désillusion, l'échec au bout du compte, et puis c'est terminé. Bien sûr, parce qu'on ne part pas du postulat que ce qui a été fait depuis un an rend impossible tout retour en arrière sur le parti unique, c'est fini. La question de la pluralité de la presse, etc., on ne peut pas revenir sur toutes ces questions-là, parce que je ne vais pas reprendre ce que tu disais, sur lequel on ne peut plus revenir, c'est-à-dire la pluralité politique, c'est quelque chose de décisif aujourd'hui. Comment revenir là-dessus ? C'est-à-dire que même ceux qui détiennent le pouvoir réellement, c'est-à-dire les décideurs dont on parle, c'est-à-dire la question de l'armée, mais même eux sont obligés de tenir compte de tout ça. Il n'y a pas que la question des hydrocarbures, il n'y a pas que la question de la Sonatrach, même si c'est bien sûr, comme tout le monde le sait, le coffre-fort. Évident, bien sûr, c'est l'expression consacrée. Donc, mais ils ne peuvent plus faire comme avant. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on part du postulat que c'est une révolution. Ou alors on dit que ce n'est pas une révolution. On dit que c'est un mouvement comme un autre, passager, qui va revenir dans son lit, la nation va rentrer chez elle et tout le monde va faire dodo, etc. Si on part de ce postulat-là, oui, on est dans l'échec, on est au bout du compte, etc. Je ne crois pas. Moi, je crois qu'on est au début d'un processus. C'est le début d'un processus. C'est pas un processus achevé, configuré, avec ses programmes, ses figures imposées, tout est déterminé au cordeau, etc. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on va vers des périodes compliquées, avec des retours en arrière, avec des personnages qui émergent et qui disparaissent. On l'a déjà vu pendant une année, là. Des gens qui apparaissent et qui disparaissent d'un coup, quoi. C'est-à-dire que parce que c'est ça un processus révolutionnaire, tout simplement. Il faut partir de ce postulat d'analyse. Si on ne part pas de ce postulat d'analyse, alors on va tout droit à l'échec, bien évidemment, ça c'est sûr. Oui, alors l'historien s'inscrit dans le sillage de l'autre historien et effectivement essaie de redonner le souffle. Moi, si j'ai choisi comme titre La Nouvelle Indépendance, c'est parce que je crois profondément qu'on est, comme c'est écrit sur les murs du centre d'Alger, 1962, indépendance de la terre, 2019, indépendance du peuple. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit en 1955 par rapport à 1954 sur le lancement du grand mouvement d'indépendance du peuple algérien contre le colonialisme. Donc ça veut dire qu'on est dans autre chose. Et ça veut dire qu'on doit, comme vient de le souligner Benjamin Stora, accepter que cette révolution charrie du positif et du négatif, mais surtout du nouveau.
et que face à cela, la grande, on peut, désolé de répéter, la non-violence est une victoire extraordinaire, inespérée, qui a réussi à désarmer un régime surarmé qui a le premier budget militaire d'Afrique et qui aurait été sans doute ravi d'utiliser sa quincaillerie contre ses compatriotes. Et je vois difficilement dans quelle configuration aujourd'hui il le pourrait. Alors effectivement, il peut vendre sa capacité de non-nuisance à ses frontières, parce qu'on ne peut pas dire que l'armée algérienne a vraiment contribué à stabiliser ses confins sahéliens. C'est même, à bien des égards, souvent le contraire. Donc ils disent, vous voyez, on pourrait faire pire. Donc ils ne le font pas. Bon, on ne peut pas monnayer ça très longtemps et aussi longtemps, ou alors on peut le monnayer, et c'est malheureusement le cas, face à des puissances européennes qui sont incapables de toute imagination au sud de la Méditerranée, qui ne veulent que la poursuite d'un statu quo plus ou moins ravalé et qui considèrent qu'en fait, quand les peuples du sud de la Méditerranée bougent, c'est un danger. Alors qu'on voit bien, ça a été exposé, que c'est la reconstruction par le bas d'une forme de légitimation d'un régime qui est illégitime par la souveraineté populaire et nationale. Et là, on voit bien que dans cette bataille, le Hirak, la contestation, la mobilisation populaire a aussi remporté une victoire formidable. C'est celle de se rapproprier non seulement le récit national, mais aussi les symboles. Le 5 juillet, fête de l'indépendance, le 1er novembre, lancement de la lutte de libération. Et qu'aujourd'hui, la vraie question en Algérie, c'est pas quelle va être la façon dont on gérera tel ou tel défi en termes d'hydrocarbures, mais qui représente les intérêts supérieurs de la nation. Et le Hirak est en train de construire un rapport de force là-dessus qui est, là encore, excusez-moi de me répéter, extraordinaire face à un régime qui est complètement à bout d'idées. Et donc on voit que cette réappropriation, cette inscription dans la durée, elle change les paramètres. Alors, cher Luis Martinez, oui, il manifeste le vendredi et donc ça ne ponctionne pas l'activité économique normale. Mais c'est, de mon point de vue, et on est évidemment là pour en débattre, une marque d'intelligence collective suprême. Ça veut dire que la nation algérienne, le peuple algérien, en tout cas ceux qui décident de descendre dans la rue, eh bien, ils se mobilisent le vendredi et le régime, lui, s'épuise le reste de la semaine. Et on ne peut leur faire, on ne peut les accuser d'aucune forme de paralysie de l'économie. Si aujourd'hui l'Algérie se porte aussi mal malgré ses immenses richesses, le régime en est responsable à 150%. Il ne peut pas accuser le moindre manifestant d'avoir bloqué une usine, le moindre manifestant d'avoir bloqué un site pétrochimique. Et je crois que, mais là encore, on est là pour en débattre, que si au contraire le Hirak avait franchi cette ligne rouge et passé de la non-violence dans les manifestations du vendredi vers ce qui a été à un moment la tentation, c'est-à-dire la désobéissance civile, le blocage des centres économiques du pays, à ce moment-là, on aurait vu les mêmes causes produisant les mêmes effets, les forces de répression dont j'ai été ravi d'apprendre qu'elles ont été nominées à l'Oscar des polices arabes en 2012, eh bien, on les aurait vues témoigner de l'extraordinaire professionnalisme qui est le leur, qu'on a vu en 2001 en Kabylie et ailleurs. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, ce régime soi-disant formidable, qui avait soi-disant d'ailleurs une classe d'hommes d'affaires extrêmement efficace, extrêmement moderne, une classe d'hommes d'affaires qui a été balayée en quelques semaines, mise en prison. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut mettre la moitié du CAC 40 en tôle du jour au lendemain. Voilà. Et puis après, on s'étonne que le pays ne marche pas. Eh bien, ils sont en train de creuser eux-mêmes. Alors de creuser l'impasse, ça ne marche pas très bien comme métaphore, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire, parce qu'à un moment, ça ne va plus marcher et ils seront les seuls responsables. Et à ce moment-là, ils devront se tourner vers le peuple, parce que la ressource fondamentale en Algérie, ce n'est pas l'hydrocarbure, c'est la nation, c'est le patriotisme, c'est l'indépendance nationale et c'est l'orgueil national. Juste une chose pour préciser peut-être la métaphore. Ils ne sont pas en train de creuser, ils sont en train de s'emmurer.
Voilà. Et de bâtir des murs là où il faudrait effectivement laisser la place à l'imprévisible. Parce que le processus révolutionnaire, il est effectivement visible pour tous. Et les militaires ne sont pas nécessairement des imbéciles obtus. Et ils sont au courant de ce qui se passe. Et on voit bien, les remontées d'informations semblent indiquer que, du côté des militaires, il n'y a pas d'assentiment général. Et je pense que c'est une information que tout le monde a ici. Mais on n'en parle pas. Vous vouliez réagir? Oui, je suis désolé parce que je sens bien que c'est très pessimiste. Mais malheureusement, j'ai tellement entendu ça dans le passé sur l'Algérie que maintenant je me mets en garde tout seul. Quand on dit c'est une révolution, moi je me souviens le slogan de l'armée islamique du salut, c'était quoi? Vous avez libéré le territoire, pour parler du FLN, nous allons libérer les consciences. Ah, c'était aussi révolutionnaire, hein, c'était aussi important, mais avec un autre registre, un registre islamique, sur lequel on... Non, mais je ne dis pas qu'il est important, mais dans leur esprit, c'était important pour eux. Ça n'a pas empêché ce que vous savez. Moi, je reviens sur 2 points très importants. Si on oublie, encore une fois, qu'il existe en Algérie une armée, un État, des partenaires politiques qui le soutiennent, des territoires qui le soutiennent, eh bien, en fait, on fait la même erreur. Encore une fois, on tombe dans le sentiment du peuple, du nationalisme. On pense que c'est une force suffisante pour renverser un État. Et je pense que jusqu'à présent, les révolutions qui ont réussi, que ce soit les militaires en Grèce, en Turquie avec Erdogan, au Portugal, en Espagne, c'est quand la société civile négocie avec les militaires. C'est pas quand elle prétend les renverser. Et le slogan, la nouvelle indépendance, en fait, ce slogan-là, moi, me semble-t-il, c'est celui qui peut faire le plus peur aux militaires. Quand ils entendent que finalement c'est une nouvelle indépendance, mais pas une nouvelle république qui est souhaitée, ça veut dire que c'est quoi les militaires? C'est la France d'aujourd'hui, en Algérie. Vous imaginez ces centaines de milliers de gens qui ont servi et qui se sentent assimilés à cela. Je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs sans s'en rendre compte. En réalité, moi, encore une fois, je crois que si on ne tient pas compte du fait que l'Algérie est plurielle, que sa nation est composite dans toutes ses différences, et l'armée en fait partie, et ceux qui la soutiennent, et ceux qui considèrent que finalement la soutenir c'est mieux que toute autre alternative, eh bien on va faire ce qu'on a fait en Syrie. On avait eu un échange déjà il y a des années là-dessus, sur la Syrie, en disant une petite minorité armée comme les Alaouites peut résister à tout un pays. Après, il faut trouver des partenaires pour venir même l'aider, comme les Russes. Alors l'Algérie n'en est pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne soyons pas trop, entre guillemets, enthousiastes par le fait que la population, dans son immense majorité, souhaite ce changement pacifique, souhaite un État civil, un État de droit. C'est extrêmement important tout ça. Mais si on oublie qu'il y a devant elle un État, une armée, des forces de police, des administrations, des territoires qui peut-être ne souhaitent pas cela, eh bien, en fait, on va tout simplement, encore une fois, on va s'illusionner, même si on pense que c'est une dynamique révolutionnaire. Voilà. Mohamed Sadoun. Moi, je suis d'accord avec le fait, en tout cas, que pour sortir de cet état de fait, il faut que la société civile génère son élite, celle qui va prendre la suite. Sauf que l'Algérie, contrairement aux pays voisins, a son élite qui est décimée régulièrement tous les 20 ans, ou tous les 30 ans, ou tous les 40 ans. L'élite traditionnelle a été décimée par le colonialisme, puis la guerre d'Algérie a été meurtrière, puis l'indépendance a fait partir tous les intellectuels qui sont restés, les Kateb Yassine, les Mohamed Dib, etc. Puis la décennie noire a encore fait partir pour une partie des intellectuels et pour une autre partie les assassinés. Puis Bouteflika les a fait partir de manière perlée par fatigue. Donc à un moment donné, on se retrouve avec un peuple où l'élite politique, économique, culturelle, sociale, soit s'est tue, soit a collaboré, soit est à Paris. Donc, ou à Montréal ou ailleurs. Alors que, par exemple, l'État marocain ou l'État tunisien a toujours trouvé des relais, soit dans la bourgeoisie de Tunis, soit dans la bourgeoisie du Sahel, pour porter l'État, être l'infrastructure de l'État.
au Maroc, la bourgeoisie de Fès, ou qui est aujourd'hui à Casablanca, qui a toujours plus ou moins collaboré avec ce qu'on appelle le Marzen, et qui travaille avec lui et qui gère l'État. En Algérie, non, on est sur des mouvements plébéens en permanence qui n'arrivent pas à générer une élite. J'ai appelé ça dans le livre que j'ai écrit, on assiste à une révolution bourgeoise sans bourgeois, en fait. Donc, du coup, on a du mal... Oui, je sais que c'est une expression trotskiste, mais il faut garder certaines... il faut garder certaines références. Voilà, donc, certainement, il va falloir qu'à un moment donné, le Hirak génère ses représentants, mais s'il a du mal à les générer, ce n'est pas parce qu'il n'y arrive pas par une opération qu'on ne peut pas comprendre. Il n'y arrive pas parce que soit il s'en méfie, soit il n'a pas les ressources aujourd'hui de gens qui peuvent négocier avec le pouvoir. Voilà. Je vous passe pardon. Benjamin va... Non, rapidement, parce que le temps passe et on a... Bon, évidemment, il a lancé la discussion de manière très importante. Je dirais que ce n'est pas la Syrie, l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, malheureusement, il y a déjà eu 150 000 morts. Tandis que quand la révolution syrienne a démarré, il n'y avait pas eu 150 000 morts. Et on n'avait pas l'apprentissage, entre guillemets, d'un État qui s'est lancé à l'assaut de sa propre société, comme ça a été le cas. Donc ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si les Algériens sont descendus dans la rue contre Ouiahia, c'est pour dire nous, on n'est pas la Syrie. Il ne faut pas oublier quand même ce que disent les gens quand ils manifestent. Premier élément. Deuxième élément, si les gens avaient estimé que l'armée, la police, les services de sécurité, tout est ultra puissant, etc., ils n'auraient rien fait. Ils ne seraient pas descendus dans la rue. Ils sont descendus dans la rue. Et c'est un fait. Deuxième chose. Troisième chose, ça c'est très important. Quand vous dites, bon, ça n'a pas le niveau de la Tunisie, etc. Bon. Or, le pouvoir de Bouteflika et le clan Bouteflika est tombé. Les mecs sont en prison. C'est pas n'importe quoi, ça. C'est ça une révolution, justement. C'est le fait que les gens qui sont au pouvoir pendant 20 ans se retrouvent face à des procès, etc. Ça n'a jamais existé en Algérie. Il faut prendre acte de ce qui est nouveau, effectivement. Prendre acte de la nouveauté. Je ne dis pas que ça va réussir, mais prendre acte des faits eux-mêmes. Or, ça n'a jamais existé. Moi, je liste les faits eux-mêmes. C'est des faits, ça. Les procès qui ont lieu, les gens qui sont arrêtés, comment dirais-je, les manifestations massives qui existent, la réappropriation de l'histoire, tout ça, ça n'existait pas. Je veux dire, c'est un fait, ça. C'est pas une invention de ma part. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, comment dirais-je, attention, il ne faut pas adopter le mot d'ordre de 68. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Parce que c'est ça. Bon. Or là, le problème, c'est que si on n'est pas un minimum dans une situation de poussée pour en finir, eh ben, c'est, disons, l'acceptation de ce qui existe dans une société. Or, ils n'ont pas accepté. Et ce retour en arrière sera très difficile. C'est un fait historique qui est, disons, que dans n'importe quel processus à caractère révolutionnaire, on constate. S'il n'y a pas l'audace d'une poignée de gens qui se lancent, même une poignée, je dis, qui se lancent, parce que ça peut être une poignée par rapport au reste du pays réel. Ça peut être une poignée, bien sûr. Ça peut être une poignée par rapport à un pays réel de 42 millions d'habitants, les gens qui manifestent. C'est aussi un argument qui a été avancé. Et alors, si vous avez 300 000, 400 000, 500 000 personnes qui ont l'audace de manifester, ils ouvrent une voie. C'est cette voie-là qu'il faut regarder. C'est pas la voie de l'échec par avance, sinon on fait jamais rien. Sinon on dit, bon là, il y a révolution. Akram. Akram. Oui. Je suis très sensible à la question du nouveau. Et je suis persuadé que nous avons, d'une manière ou d'une autre, en Algérie aujourd'hui, la naissance de ce que plus tard on appellera la génération Hirak. Il y a des gens qui sont en prison. On sait très bien que la prison, c'est une école pour les militants. Il y a des activistes, des gens qui étaient dans des ONG qui se retrouvent en prison, parfois selon des logiques que l'on ne comprend pas. C'est-à-dire que certains sont arrêtés, d'autres pas, certains sont condamnés, d'autres pas. Bref, tout ça met en place, à mon sens, le biotope, les conditions
d'une politisation du mouvement. Alors effectivement, le grand handicap, c'est que ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite par rapport à une logique d'un régime qui, je suis d'accord avec lui, c'est effectivement, ils sont forts dans leur position, l'Algérie continue à d'exporter du pétrole, etc. Mais il y a une donnée dont on n'a pas parlé et qui, à mon avis, est hélas abordée dans un panel concurrent ou parallèle au nôtre, qui est l'économie. C'est un pays qui se dirige vers une crise financière sans précédent. Il y a encore de l'argent dans les caisses, mais il y a de quoi tenir 1 an et demi maximum, 2 ans. C'est-à-dire que l'Algérie telle qu'elle vit aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Et ça va obliger à des ajustements. Et effectivement, là, pour le coup, jusqu'à présent, les ajustements se faisaient sur le dos de la population. Or, la population aujourd'hui, une partie d'entre elles est dans la rue. Donc ça va obliger, il y a 2 solutions. Soit effectivement, on a une répétition de ce qui s'est passé dans les années 90, et là, il faudra que ce régime-là l'assume, ou alors on va avoir nécessairement les conditions d'une négociation pour qu'il y ait peut-être un abandon je dirais, des privilèges de cette caste dirigeante, parce que c'est la crise qui va l'imposer. L'Algérie envisage aujourd'hui de se réendetter sur le marché international. Il faut bien comprendre qu'en 1994, le pays était à genoux devant le FMI et qu'il a été obligé de dissoudre des milliers d'entreprises publiques. Ça a été une violence sociale. Tout le monde parle des 150 000 morts de la guerre civile. Personne aujourd'hui ne parle de ce qui est arrivé sur le plan économique. Mais à l'époque, ce qui a permis tout ça, c'est la violence qui s'exprimait dans les villes et dans les maquis. Demain, ça ne sera pas possible. Le régime qui va être confronté à la cessation de paiement, à l'obligation de s'endetter, à l'obligation d'aller chercher de l'argent d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un pays, encore une fois, qui vit au-dessus de ses moyens, qui a triplé, quadruplé le montant de ses importations, eh bien, il va être obligé de trouver un nouveau consensus social et politique, et il ne pourra pas le faire autrement qu'en s'adossant à une partie de la population, et donc en concédant des choses au mouvement. C'est pour ça qu'il faut tenir. Le Hirak doit tenir parce que c'est une question de contexte économique. Jean-Pierre. Oui, alors d'abord, moi je voulais sincèrement remercier Luis Martinez parce qu'un débat, c'est un débat. Et il a le courage d'aller à contre-courant d'une partie des sentiments, des idées dans cette salle et ailleurs. Donc ça, c'est très important. Et en même temps, rappeler que le Hirak, c'est aussi justement l'acceptation de cette pluralité. Et si aujourd'hui le Hirak n'est pas au stade de se donner la représentation qu'à l'étranger on dirait, quand même, au bout d'1 an, il pourrait avoir... voilà. C'est aussi parce que cette pluralité, elle doit être vécue concrètement et vécue quand même dans des conditions, des contraintes qui sont très dures. Les contraintes de répression, il ne faut absolument pas les nier. Et évidemment, toutes les contraintes d'infiltration, de provocation, y compris les réseaux sociaux ne fonctionnent pas que dans un sens au profit de la contestation. Il y a des campagnes de haine, des campagnes de démolition personnelle qui sont menées pour pousser les uns contre les autres. Et c'est là où, excusez-moi, j'en arrive à mon second point, soit l'armée est garante de l'unité nationale, soit l'armée vit mise sur la division nationale. Et là, on est à l'évidence à un moment de vérité où une partie du haut commandement mise sur cette division. Et ça introduit à mon sens une contrainte et une nouveauté, là encore, qui fait qu'il y a un hiatus entre le discours qui est proclamé et la réalité des pratiques. Mais au-delà de ça, il ne faut pas caricaturer. Le peuple algérien n'est pas contre l'armée, il ne demande pas de renverser les militaires. Il demande un État civil. Il demande que les militaires, avec leur budget et toutes leurs armes et tout ce qu'ils ont acquis, eh bien, ils assument enfin leur mission de défense du territoire national, de protection des frontières, de souveraineté. On sait que dans les cortèges du vendredi, il y a régulièrement des minutes de silence en hommage aux martyrs de l'armée qui sont tombés face au terrorisme. Donc on ne doit pas non plus caricaturer et faire comme si c'était un mouvement antimilitaire, loin de là. Et justement, la nouvelle indépendance,
c'est que dans le cadre d'une refondation qui prendra les formes qu'on verra, constituantes, états généraux, que sais-je, eh bien, on reviendra à une armée qui exercera ses fonctions. Un des slogans qui avait fait Flores pendant l'été dernier, « Jeish Foshab Chawa Chawa », l'armée et le peuple sont frères, « Wa Gaïd Saleh Mal Chawana » et Gaïd Saleh avec les traîtres. C'est très important, parce qu'on avait donc une distinction entre l'armée et des personnes qui, au sein de l'armée, manipulaient l'institution militaire pour leurs petites affaires, pour leur gros trafic, pour le maintien du statu quo. Et là, alors tout va très bien, Madame la Marquise au sommet, mais pas du tout. On est avec un chef d'état-major par intérim. Alors ça, c'est quand même inédit. Un chef d'état-major par intérim, et on n'a pas de ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors là, c'est extraordinaire. Ça, c'est algérien. Parce que comme on ne sait pas qui va être vice-ministre de la Défense, on ne sait pas qui est ministre de la Défense. Donc ça veut dire que ça coince tout là-haut. Ça coince vraiment là-haut. Et il n'y a jamais eu de ministre de la Défense en Algérie. Oui, mais c'est-à-dire que le portefeuille de la Défense était remis au président de la République. Mais il était président de la République. Et ceux qui ont le titre n'exercent pas forcément toutes les fonctions. D'accord. Mais aujourd'hui, le titre de la Défense, vous le voyez, il n'apparaît pas. Parce qu'on ne sait pas exactement quelle va être la chaîne de commandement fictive ou opérationnelle. Ça, c'est nouveau. Et dans les cas qu'on a évoqués, et on espère tous qu'on aura une transition à l'espagnol, une transition à la grecque, etc. Mais pour faire une transition, il faut être deux. Et actuellement, ils ne veulent rien lâcher. Donc le moment où, effectivement, les conditions d'un dialogue seront réunies, il est évident que ce dialogue pourra se dérouler. Mais on ne peut pas culpabiliser la contestation parce que le régime est bloqué. Le blocage, il est au sommet, il est d'un côté. Et on a vu dans les scénarios post-dictatoriaux en Europe méditerranéenne qu'à partir du moment où, effectivement, il y avait cette décision d'aller au dialogue, eh bien, on pouvait négocier, mais ce n'est pas la contestation qui est comptable de ce blocage aujourd'hui. Donc, quand ces conditions s'imposeront à la haute hiérarchie militaire, il est évident qu'on ira vers un dialogue. Et l'autre marque, à mon avis, d'intelligence collective du Hirak, c'est de ne pas vouloir jouer les uns contre les autres. De dire, il n'y a pas un gentil général et un méchant général, c'est de dire, voilà, il faut qu'ils bougent ensemble. Et quand ils auront bougé ensemble, comme une armée qui se mettra enfin au service du pouvoir civil, c'est le rappel de 1957, à Ban Ramdan, la plateforme de la Soumam, tout ce qu'on connaît très bien, mais qui aujourd'hui fait partie du vécu. C'est quand même extraordinaire, cette jeunesse qui parle de la Soumam et de Haban comme si c'était littéralement ses compagnons de chambrée, comme si le débat sur le pouvoir civil et le pouvoir militaire qui se posait à ce moment-là et qui avait été énoncé dans, évidemment sous le contrôle de Benjamin Stora, la première plateforme politique du mouvement de libération et qui avait été trahi par l'armée des frontières avec tout ce qu'on sait jusqu'à l'été 62 qui culmine cette dépossession. Aujourd'hui, on est au centre et ça me paraît un processus tout à fait sain, tout à fait positif et il n'y a, en tout cas dans le rapport de force actuel, aucune raison de croire que la partie est jouée d'avance. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre Filiu. Alors, je sais que ça va être très décevant, mais on ne peut pas se permettre de prendre de questions de la salle, parce que, en plus, ça sera, je pense, assez difficile à gérer, mais que tout le monde continue à penser à cette histoire, qu'on essaye par tous les moyens de continuer à soutenir les manifestants algériens. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie du panel. Merci.